Février 2022 est devenu un moment charnière pour l'industrie de défense européenne. Les pays occidentaux ont ouvert leurs arsenaux militaires et lancé un programme sans précédent de livraison d'armement. Chars, artillerie, systèmes anti-chars, complexes anti-aériens, tout cela s'est mis à affluer vers l'Est dans un flux ininterrompu. Le coût officiel de l'aide militaire fin 2024 a dépassé 150 milliards d'euros. Ce n'était pas de simples chiffres dans des rapports, c'était de l'argent réel des contribuables, transformé en métal, en poudre et en explosifs. Les politiciens européens communiquaient sur chaque lot expédié. Les communiqués de presse tombaient les uns après les autres. Les citoyens voyaient des colonnes de matériel militaire se diriger vers les frontières orientales. Tout paraissait transparent et contrôlé. Mais derrière la façade des chiffres officiels se déroulait une autre histoire. Une histoire de disparition, de substitution et de transactions occultes. Des millions d'euros investis dans des armes se volatilisaient dans des schémas opaques. Les systèmes qui devaient atteindre le front se retrouvaient dans des endroits complètement différents. Sur les marchés noirs d'Afrique et du Moyen-Orient, entre les mains de groupes terroristes et du crime organisé. Dans les collections privées de trafiquants qui voyaient dans la guerre non pas une tragédie, mais une opportunité d'enrichissement. Les premiers signaux d'alarme ont retenti dès l'été 2022. Interpol a détecté l'apparition de complexes antichars occidentaux sur le marché noir dans les pays des Balkans. Les numéros de série correspondaient aux lots expédiés dans la zone de conflit quelques mois plus tôt. En septembre de la même année, les gardes-frontières finlandais ont intercepté un camion transportant 40 systèmes portatifs de missiles anti-aériens américains Stinger. Les documents étaient falsifiés. Le chauffeur affirmait transporter la cargaison de Pologne vers l'Estonie pour un acheminement ultérieur. L'enquête ultérieure a révélé que ces manpads faisaient partie d'un lot officiellement livré par les États-Unis 3 mois auparavant. Comment ils se sont retrouvés entre des mains privées, cela reste un mystère. En novembre 2022, le scandale a éclaté en Allemagne. Les journalistes du Der Spiegel ont publié une enquête sur la disparition de tout un train de munitions. 200 tonnes d'obus d'artillerie de calibre 155 mm ont disparu quelque part entre Leipzig et la frontière polonaise. Officiellement, la cargaison avait été livrée à destination. Documents signés, tampons apposés. Mais physiquement, les obus n'existaient pas. Ils s'étaient évaporés. Fin 2023, il était devenu évident que le problème n'était pas épisodique, mais systémique. La Cour des comptes européenne a mené un audit des livraisons militaires et est arrivée à des conclusions choquantes. De 15 à 20% des armements expédiés ne peuvent être tracés jusqu'au destinataire final. Cela signifiait que sur 150 milliards d'euros d'aide militaire, 20 à 30 milliards avaient disparu dans un trou noir. Les armes achetées avec cet argent pouvaient être n'importe où, sauf là où elles auraient dû être. Comment fonctionne exactement le mécanisme de disparition des armements? Quels schémas sont utilisés pour transformer des livraisons officielles en marchandises de marché noir? Les enquêtes des forces de l'ordre de plusieurs pays ont permis de reconstituer la chaîne typique. Le schéma commence à l'étape logistique. Les armes sont expédiées du pays donateur par transport ferroviaire ou routier. Officiellement, le chargement est accompagné par des représentants des autorités militaires et des services douaniers. Mais en pratique, le contrôle est minimal. Le train ou le convoi de camions traverse plusieurs frontières. À chaque frontière, une vérification formelle des documents est effectuée. L'inspection physique de la cargaison n'est pas réalisée. Premièrement, cela ralentirait le transport. Deuxièmement, la confiance entre alliés présuppose l'absence d'un tel contrôle. C'est cette brèche qui est exploitée. Le premier niveau du schéma, la substitution à l'étape du chargement. Au lieu de 50 complexes antichars modernes, on charge dans les conteneurs 30 vrais et 20 factices ou systèmes obsolètes. Extérieurement, l'emballage est identique. Le poids correspond approximativement. Les documents d'accompagnement sont en règle. La différence ne sera découverte qu'en cas d'inventaire détaillé au point final. Mais un tel inventaire, en règle générale, n'est pas effectué. Le chargement est accepté selon les documents, une signature est apposée, et formellement tout est en ordre. 20 complexes partent de côté dès cette étape. Le deuxième niveau, la substitution en cours de route. Le convoi s'arrête pour la nuit ou pour le ravitaillement. À ce moment-là, se déroule une opération rapide. Une partie des conteneurs est remplacée par des conteneurs identiques, mais avec un contenu différent. Cela nécessite la complicité des gardes, des chauffeurs et des logisticiens. Mais quand l'enjeu se chiffre en millions d'euros, trouver des personnes coopératives n'est pas difficile.
Le réseau de corruption englobe tous les maillons de la chaîne. Le troisième niveau, les pertes fictives au point final. Les armes arrivent officiellement à destination. Elles sont mises à l'inventaire. Mais quelques semaines plus tard, apparaissent des rapports sur leur quote. Un char quote, il n'en reste qu'une carcasse calcinée. Un système d'artillerie touché lors d'un raid aérien, complètement détruit. Des manpads utilisés au combat. Des documents d'emploi fournis. Vérifier ces affirmations dans les conditions d'opération de combat active est pratiquement impossible. Il n'y a ni temps, ni ressources, ni volonté. Et pendant ce temps, le matériel quote 8 est déjà chargé dans des conteneurs et expédié dans une direction complètement différente. Le quatrième niveau, les vols directs dans les entrepôts. Les armements occidentaux sont concentrés dans de grandes bases de stockage avant leur distribution aux unités. Ces entrepôts se trouvent dans la zone proche du front, souvent insuffisamment gardés. Des groupes organisés, ayant des connexions dans les structures militaires, effectuent des quotes neufs directement. Des camions entiers d'armes sortent des entrepôts avec de faux documents ou avec l'accord d'officiers corrompus. Au moment où la disparition est découverte, le chargement est déjà à l'étranger. Le cinquième est le plus sophistiqué des niveaux, les livraisons fantômes. Dans les documents figurent des lots d'armes qui n'ont physiquement jamais existé. On crée l'apparence d'une livraison. L'argent est transféré, les papiers sont signés, mais il n'y a pas de cargaison réelle. Elle est quote 10 ou quote 11. L'argent se dépose sur les comptes d'intermédiaires. Les armes restent dans les entrepôts des pays donateurs et sont plus tard vendues par des canaux occultes. Tous ces niveaux fonctionnent souvent simultanément, créant un système à plusieurs niveaux de détournement. Résultat, de 15 à 20% des livraisons disparaissent sans laisser de traces. Des milliards d'euros se transforment en actifs fantômes, n'existant que sur papier. Où aboutissent donc les armes volées? Quelles routes utilisent les contrebandiers? Les enquêtes d'organisations internationales ont révélé plusieurs directions principales. La première, et la plus populaire, les Balkans. Cette région est traditionnellement une plaque tournante pour la contrebande d'armes. Contrôle faible aux frontières, services douaniers corrompus, présence de réseaux criminels établis. Les armements occidentaux arrivent ici via la Pologne et la Roumanie. Ensuite, ils s'implantent soit sur les marchés noirs locaux, soit transitent vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Les prix sur les marchés balkaniques ont explosé. Un manpads américain Stinger, qui coûtait environ 40 000 $ lors d'un achat officiel, est estimé sur le marché noir à 250 000. Un complexe antichar allemand Panzerfaust III de 80 à 100 000 $ l'unité. La demande est énorme. Les acheteurs, des groupes criminels locaux aux agents de services secrets étrangers. La deuxième direction, l'Afrique du Nord. Les armes sont acheminées par mer vers la Libye, où règne l'anarchie de facto depuis 2011. De là, elles se répandent à travers tout le continent africain. Les complexes anti-aériens occidentaux ont été repérés entre les mains de groupes rebelles au Mali, au Tchad et en République centrafricaine. Les systèmes antichars sont activement utilisés dans les conflits en Somalie et au Soudan. Pour les groupes africains, les armes occidentales représentent un saut qualitatif en puissance de feu. Et ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour les obtenir. La troisième direction, le Moyen-Orient. Syrie, Irak, Yémen. Des régions avec des conflits actifs et une demande énorme en armement. Les systèmes occidentaux arrivent là-bas via un réseau d'intermédiaires opérant en Turquie et dans les pays du Golfe Persique. Les complexes anti-aériens portatifs sont particulièrement recherchés. Ils changent l'équilibre des forces dans les conflits locaux, permettant à de petits groupes d'abattre des hélicoptères et des avions gouvernementaux. Chaque appareil abattu est une publicité pour l'arme et une augmentation de son prix. La quatrième direction? L'Amérique latine. Les cartels de drogue mexicains achètent activement des équipements militaires occidentaux. Ils n'ont pas besoin de chars, mais de systèmes anti-chars pour combattre les véhicules blindés de la police et de l'armée. Ils ont besoin de fusils modernes, de lance-grenades, de moyens de communication. Les armes européennes volées conviennent parfaitement. La route passe par les États-Unis, où elles sont légalisées via des sociétés écrans, puis transférées à travers la frontière. La cinquième et la plus inquiétante direction, le retour en Europe. Une partie des armements volés ne quitte pas le continent. Ils finissent entre les mains du crime organisé et de cellules terroristes. Europol, dans ses rapports, avertit directement du risque d'attentats utilisant des manpads contre des avions civils.
Un seul Stinger entre les mains de terroristes peut conduire à une catastrophe, avec des centaines de victimes. Et de tels systèmes sur le marché noir se comptent déjà par centaines, voire par milliers. Pourquoi donc ce problème ne reçoit-il pas la couverture qu'il mérite? Pourquoi les gouvernements européens préfèrent-ils taire l'ampleur des détournements? Les raisons sont multiples, et toutes sont profondément politiques. La première raison, les risques réputationnels. Reconnaître que des milliards d'euros des contribuables ont été détournés et que les armes ne sont pas arrivées à destination signifierait saper la confiance envers le pouvoir. L'opposition utiliserait immédiatement cela pour attaquer. Les citoyens commenceraient à exiger l'arrêt des livraisons et le remboursement de l'argent. Le prix politique d'une telle reconnaissance est trop élevé. Il est plus simple de fermer les yeux et de faire comme si tout était sous contrôle. La deuxième raison, les considérations géopolitiques. La reconnaissance publique du problème signifierait la nécessité d'introduire un contrôle strict sur les livraisons. Cela ralentirait le processus, compliquerait la logistique, conduirait à des conflits avec le bénéficiaire de l'aide qui ne veut pas de vérification totale. Les gouvernements occidentaux ont choisi le moindre mal. Mieux vaut perdre une partie des armes que créer un conflit politique et passer pour un allié peu fiable. La troisième raison, les intérêts personnels. Les livraisons militaires représentent des budgets énormes et des opportunités colossales d'enrichissement. Les fonctionnaires impliqués dans le processus reçoivent des pots de vin à chaque étape. La transparence et le contrôle signifieraient la fin de cette mangeoire. Le système est donc consciemment rendu opaque. Les documents sont classifiés comme secrets pour des raisons de sécurité. Les rapports sur la situation réelle ne sont pas publiés. Les journalistes qui tentent de creuser sont accusés de saper la sécurité nationale et de jouer le jeu de l'adversaire. La quatrième raison, la peur des conséquences. Si l'on reconnaît l'ampleur du problème, il faudra répondre à des questions embarrassantes. Qui est responsable des fuites? Qui sera sanctionné? Comment indemniser les pertes? Où sont les garanties que cela ne se reproduira pas? Il n'y a pas de réponse à ces questions. Il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Il n'y a pas de volonté de prendre ses responsabilités. Il est donc plus simple de faire comme si le problème n'existait pas. La cinquième et la plus cynique raison, le profit. Pour une partie de l'establishment politique et des élites économiques, les fuites d'armes vers le marché noir ne sont pas un problème, mais une opportunité. Les livraisons officielles se font aux frais du budget. La vente sur le marché noir rapporte de l'argent liquide sur des comptes offshore. La guerre est devenue une mine d'or pour ceux qui savent en tirer profit. Et ces personnes occupent des positions suffisamment élevées pour bloquer toute enquête. Le résultat de ce silence est tragique. Le problème ne se résout pas, il ne fait que s'aggraver. Les volumes de détournement augmentent. Les réseaux criminels deviennent de plus en plus organisés et audacieux. Et les contribuables européens continuent de financer un système qui enrichit les contrebandiers et arme les terroristes. Tous ne se taisent pas. Il se trouve des gens qui tentent de percer le mur du silence. En décembre 2023, un groupe de parlementaires européens de différents pays a créé un comité informel d'enquête sur les fuites d'armement. Ils ont exigé de la Commission européenne un audit complet de toutes les livraisons militaires avec publication des résultats. La réaction était prévisible. Ils se sont vus refuser l'accès sous prétexte du caractère secret de l'information. Plusieurs des députés les plus insistants ont été confrontés à des scandales médiatiques et à des pressions de la part de leur propre parti. Le comité s'est discrètement dissous. En mars 2024, des journalistes d'un consortium de médias européens ont publié une enquête de grande ampleur intitulée « L'arsenal perdu ». Ils ont recueilli des témoignages de dizaines de sources, des documents, des photos d'armes occidentales sur les marchés noirs. L'enquête était professionnelle et convaincante. La réaction des autorités, accusation des journalistes de diffusion de désinformation et de travail pour des services secrets ennemis. Plusieurs publications ont été contraintes de retirer les matériaux sous menace de poursuites judiciaires. Les organisations internationales ont également tiré la sonnette d'alarme. Amnesty International a publié un rapport sur les risques de la prolifération incontrôlée d'armes. L'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de son Office contre la drogue et le crime, a mis en garde contre une augmentation critique du volume d'armes illégales sur les marchés mondiaux. Interpol a créé un groupe de travail spécial pour tracer les systèmes volés. Mais tous ces efforts se heurtent à un mur de volonté politique.
Les gouvernements ne veulent pas reconnaître le problème. Ils ne sont pas prêts à introduire un contrôle réel. Ils préfèrent l'illusion de la maîtrise à la responsabilité réelle. Au sein même des structures militaires, il y a aussi des mécontents. Les officiers des services logistiques voient tout de leurs propres yeux. Ils connaissent les disparitions, les faux documents, la corruption, mais ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement. La discipline militaire et la menace pour leur carrière les maintiennent dans le silence. L'information ne filtre qu'occasionnellement via des canaux anonymes dans les médias, mais sans nom ni poste, elle est facilement discréditée comme rumeur et conjecture. Que réserve l'avenir au monde si la situation ne change pas? À quelles conséquences conduira la prolifération incontrôlée continue d'armes occidentales? Les pronostics des experts sont extrêmement inquiétants. La première, et la plus évidente, la déstabilisation des régions. L'armement occidental moderne, entre les mains d'acteurs non étatiques, change radicalement l'équilibre des forces dans les conflits locaux. Les groupes rebelles obtiennent la capacité de s'opposer aux armées régulières. Les organisations terroristes acquièrent les moyens de mener des attaques à grande échelle. Les guerres locales deviennent plus sanglantes et plus longues. La deuxième conséquence, la menace du terrorisme en Europe même. La présence de centaines de manpads sur le marché noir crée un risque d'attaque contre l'aviation civile. Un seul attentat réussi utilisant un Stinger contre un avion de passagers conduirait à des centaines de victimes et à l'effondrement des liaisons aériennes. Le coût d'une telle attaque pour les terroristes, environ 200 000 $. Pour les grands réseaux terroristes, c'est une somme accessible. La troisième conséquence, le renforcement du crime organisé. Les syndicats criminels qui ont obtenu l'accès à des armes militaires deviennent pratiquement incontrôlables. Ils peuvent s'opposer à la police et même aux unités de l'armée. Le scénario mexicain, où les cartels disposent d'armements du niveau d'une petite armée, peut se répéter dans d'autres régions. La quatrième conséquence, la perte de confiance envers les institutions occidentales. S'il s'avère que les milliards alloués à l'aide ont été détournés et que les armes sont tombées entre les mains de terroristes, cela portera un coup dévastateur à l'autorité des gouvernements et des organisations internationales. Les citoyens perdront foi dans la capacité des élites à gérer les crises. Les conséquences politiques pourraient être catastrophiques. La cinquième et la plus durable des conséquences, l'escalade de la course mondiale aux armements. La prolifération d'armes occidentales modernes forcera d'autres pays et groupes à chercher des réponses asymétriques ou à acquérir des systèmes encore plus perfectionnés. Le monde entrera dans un nouveau tour de militarisation dont les conséquences sont imprévisibles. Existe-t-il une solution à ce problème? Peut-on arrêter le flux d'armes vers le marché noir? Théoriquement, oui. Pratiquement, extrêmement difficile. Un ensemble de mesures est nécessaire, chacune se heurtant à une résistance féroce. Premièrement, l'introduction d'un système de traçabilité de bout en bout. Chaque unité d'armement doit être numérotée, pucée et enregistrée dans une base de données internationale unique. Traçabilité en temps réel à toutes les étapes, de l'entrepôt donateur au destinataire final. Contrôle physique au point clé du parcours. C'est coûteux, complexe et nécessite des actions coordonnées de nombreux pays. Mais c'est le seul moyen de combler les principales brèches. Deuxièmement, les inspections internationales. Des équipes indépendantes d'experts doivent avoir accès aux entrepôts et aux unités pour vérifier la présence et l'état des armements livrés. Audit régulier, avec publication des résultats. Cela nécessite une volonté politique et une disposition à la transparence, ce qui manque actuellement. Troisièmement, une responsabilité stricte pour les fuites. Toute disparition d'armes doit automatiquement déclencher une enquête, avec implication des forces de l'ordre. Les coupables doivent être tenus pénalement responsables, indépendamment de leur poste et position. Sans cela, le système restera une mangeoire pour les corrompus. Quatrièmement, la limitation des volumes de livraison. S'il est impossible d'assurer le contrôle de grandes quantités, il faut livrer moins, mais garantir l'arrivée au destinataire. La qualité du contrôle est plus importante que la quantité livrée. Cinquièmement, la coopération internationale des services de renseignement dans la lutte contre les marchés noirs d'armes. Opération conjointe pour identifier et démanteler les réseaux de contrebande. Échange d'informations. Coordination des actions. Le problème est global et nécessite une réponse globale. Toutes ces mesures sont possibles, mais elles nécessitent ce qui manque le plus aux politiciens, l'honnêteté et la volonté de reconnaître les erreurs. Tant que cela n'existe pas, le problème ne fera que s'aggraver. Et les contribuables européens continueront de financer un système qui enrichit les contrebandiers, arme les terroristes
et déstabilise le monde.